Alors, Jérémy Magalon, je crois qu'il est à distance ou qu'il a donné sa vidéo. Distance. Il est à distance. Je Alors, suis là. le docteur Jérémy Magalon, cette fois, donc, on fait un tour d'horizon. On va partir en orthopédie. Et Jérémy Magalon, hein, est le fils du grand professeur Magalon qui, en France, a fait énormément justement pour la chirurgie régénérative. Et ça a été un pionnier en France sur tout ce qui est tissu vasculaire, microgreffe, macrogreffe, et c'est lui qui a fait en sorte qu'on standardise de plus en plus nos pratiques. Je vous écoute, 10 minutes, on compte sur vous. Bonjour. Pour essayer de respecter votre temps. Très bien. Et vous m'entendez bien Bonjour. déjà? Vous m'entendez C'est correctement? parfait. C'est C'est parfait. parfait. Ok. Super. Bon, C'est parfait. merci Barbara. Bonjour à tous. Voilà, désolé de ne pas être présent avec vous, mais c'est un grand honneur de pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc moi, je n'injecte aucun produit. Je suis pharmacien biologiste et je me suis spécialisé dans un domaine qui est de la biologie, non pas diagnostique, ce que font 99% de mes confrères, mais de la biologie thérapeutique et donc l'utilisation des cellules et des tissus du corps humain à visée thérapeutique. Effectivement, j'ai été primé par mon père qui a beaucoup travaillé sur la graisse et on utilise ça au CHU de Marseille dans énormément d'indications et en particulier dans des indications en orthopédie. Donc, concernant mes conflits d'intérêts, j'en ai pas avec cette thématique. J'ai travaillé pour différents labos qui travaillent dans le domaine de la médecine régénérative et je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Remedex, qui vise à faire la promotion, à encadrer justement les bonnes pratiques de médecine régénérative de proximité. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et ça va me permettre de raccourcir un peu mon topo, mais donc la médecine régénérative, c'est la jonction entre la thérapie cellulaire et éventuellement l'ingénierie tissulaire. Et le but, c'est de restaurer les tissus et les activités fonctionnelles. Si on prend un peu de hauteur, il y a des choses très, très, très complexes dans le domaine de la médecine régénérative. Vous avez un certain nombre d'images ici avec les travaux d'Alain Fischer sur les bébés bulles, les travaux de Philippe Ménacher dans l'insuffisance cardiaque avec des patchs qui contiennent des cellules souches embryonnaires différenciées en progéniteurs cardiaques. On peut fabriquer des trachées, des vessies, de la peau en laboratoire. Tout ça sont des indications très rares, très graves, des développements coûteux. Généralement, il y a des problèmes lorsqu'on fait des thérapies allogéniques, il y a des problèmes d'immunogénicité. On passe par des essais cliniques successifs et on a besoin pour faire ça de locaux autorisés, adaptés. Donc ça, moi, c'est ce que j'appelle de la médecine régénérative industrielle. Et elle s'oppose en fait à une médecine régénérative de proximité qui a été issue de travaux de chirurgiens pionniers, beaucoup plus simples. Donc proximité en anglais, c'est point of care. Et on va préparer nos petits produits euh, pendant la consultation, pendant la chirurgie. Et il s'agit de thérapies autologues qu'on fabrique avec des dispositifs médicaux. Donc on peut rendre hommage à différents de ces chirurgiens. On a parlé de Sidney Coleman au cours de cet après-midi. Robert Marx, c'est un chirurgien maxillofacial, c'est un peu le pionnier et le premier qui a utilisé les plaquettes à visée régénérative. Et Philippe Ernigou, lui, a été quelqu'un qui a fait la promotion de l'utilisation des cellules souches qui étaient contenues dans la moelle osseuse. Donc, pourquoi en fait le tissu adipeux a un intérêt dans le domaine orthopédique? Parce qu'en fait, c'est une source importante de cellules souches mésenchymateuses, je pense que vous l'avez bien compris, et ces cellules souches mésenchymateuses, elles sont capables de fabriquer du cartilage, donc des chondrocytes, et de l'os également. Pendant longtemps, on a cru que le mécanisme d'action était assez simple, c'est-à-dire qu'on allait injecter des cellules souches mésenchymateuses et ces cellules souches mésenchymateuses allaient finalement se différencier dans le tissu cible. Donc j'injecte des cellules souches mésenchymateuses, elles vont se différencier en cartilage et ça va fonctionner comme tel. En réalité, ça a été abordé également. Il semble que le mécanisme d'action de ces cellules, ce soit un effet paracrine, ça a été évoqué, et en fait, ces cellules souches, ce sont des usines qui vont fabriquer des facteurs de croissance, des cytokines, probablement, effectivement, elles relarguent une fois injectées dans le corps humain des exosomes, enfin, en tout cas, elles se transforment en exosomes. Il y a une exocytose de la membrane cytoplasmique qui va embarquer des molécules d'intérêt et on va avoir des propriétés très diverses, antifibrotiques, angiogéniques, immunomodulatrices, par exemple. Euh, un élément intéressant, finalement, on parle beaucoup de graisse, mais en fait, à mon sens,
la graisse n'est qu'un accès privilégié au vaisseau. Parce qu'en réalité, ces cellules souches dans la graisse, elles sont contenues dans la paroi des vaisseaux. Et vous avez donc ici une coupe de vaisseaux et il y a des études très très précises qui ont identifié qu'il y avait entre la média et l'adventice ce qu'on appelait une vasculogénique zone qui contient ces cellules souches d'intérêt. Donc il y a vraiment au sein de la graisse en fait des vaisseaux, des micro-vaisseaux et on a une niche vasculaire. Et à mon sens, le prélèvement de tissu adipeux, la lipoaspiration, est un accès facile finalement à cette microvascularisation qui contient des cellules souches. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des choses intéressantes dans les adipocytes, j'y reviendrai. Donc finalement, on a plusieurs produits. On va utiliser directement la graisse, la micrograisse, donc les adipocytes, les vaisseaux. Les méthodes de préparation sont hétérogènes. C'est disponible en quelques dizaines de minutes. Pas de culture. C'est des produits autologues et c'est un produit que je qualifie de semi-solide. On a parlé de la digestion enzymatique à la collagénase. Là, on n'aura plus d'adipocytes. On aura finalement toutes les cellules des vaisseaux, donc une population hétérogène de cellules avec probablement des effets complémentaires. Là, on est sur quelques heures de fabrication. Il n'y a pas de culture. On est aussi sur de la thérapie autologue. Un nombre de cellules imprévisible, ça a été évoqué. On est plutôt sur une suspension liquide. Et si vous cultivez ça pendant plusieurs semaines, généralement 2 à 3, vous ne pouvez avoir que les cellules souches mésenchymateuses. Là, on peut faire de l'autologue ou de l'allogénique, donc il pourrait y avoir des perspectives industrielles quand on fait de l'allogénique. Un nombre de cellules qu'on peut contrôler, une suspension liquide, mais évidemment, on passe de quelque chose qui est très simple, très rapide, à beaucoup plus long, plus complexe, et tout ça, évidemment, a une influence sur le coût final de la procédure. Alors nous, on s'intéresse beaucoup effectivement à la micrograisse, ces petits lobules adipocytaires, parce que le prélèvement est peu invasif. Donc vous avez cette vidéo tout à fait fascinante qui avait été faite par mon père et par le docteur Gimberto, où on voit que cette canule qui avait été spécialement designée va venir sélectionner des lobules de petite taille, ces lobules qui ont été évoqués par le professeur Mojalal et qui sécréteraient des molécules plutôt régénératrices. Et donc là, on est sous la peau avec cette canule de micrograisse qui va venir sélectionner ces lobules. Et là, vous avez l'étape de la réinjection. Alors là, on est en sous-cutané, on n'est pas en articulaire, où on voit très bien la matrice extracellulaire, certains vaisseaux. C'est très intéressant de voir ce qui se passe réellement sous la peau. Bon, il faut savoir qu'on rentre dans cette catégorie très complexe quand on veut injecter de la graisse dans de l'articulation, même s'il n'y a pas d'enzyme, on fait ce qu'on appelle un usage non homologue. Donc, on fabrique un médicament de thérapie innovante et ça doit être préparé par une unité de thérapie cellulaire. Ce sera évoqué par Fabrizio Bembo. On a fait tous les développements précliniques nécessaires pour obtenir une autorisation en 2017 pour injecter de la micrograisse mélangée à du PRP dans de l'arthrose du genou. Alors, je vais aller assez vite sur la vidéo parce que beaucoup de choses ont déjà été montrées. Pour faire simple, on a fait un essai clinique dans lequel il y avait 3 groupes. 10 patients avaient de la graisse du sérum Phi, 10 patients de la graisse et une faible dose de PRP, et 10 patients de la graisse et une haute dose de PRP. Tout ça, vous l'avez déjà vu, donc je le passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est contraint à l'heure actuelle, effectivement, donc on fait comme Barbarin, un prélèvement en système clos, complètement standardisé. Nous, on fait de la bactério, parce que comme on fait un médicament, il faut qu'on vérifie sa stérilité. Et en fait, c'est pour vous montrer tout ça, ça part en fait par coursier dans notre unité de thérapie cellulaire. Et ce que reçoit au retour le chirurgien, ce sont 2 seringues comme ça. C'était un essai en aveugle. Il a une seringue contenant systématiquement de la micrograisse et une autre qui contenait soit des plaquettes, soit du sérum Phi. L'injection se fait sous écho. Le patient est éveillé. C'est une procédure qui est relativement peu invasive. Le chirurgien, qui est un chirurgien orthopédiste, mélange ces 2 produits et va réinjecter 10 ml de produits mélangés. Alors, qu'est-ce qu'il a donné cet essai? On l'a publié en 2021. Entre nos 3 groupes, on a pris des patients plutôt sévères en termes de stade d'arthrose. On a montré qu'il y avait une amélioration significative de la douleur et de la fonction. Pour certains patients, il y avait une modification structurelle au niveau du cartilage. C'était vraiment le but, ce qu'on appelle une baisse du T2 mapping, une augmentation de l'interligne articulaire. On avait des scores fonctionnels qui augmentaient, on va dire de manière générale, de manière plus importante que si on faisait des injections classiques d'acide hyaluronique ou de PRP, qui était aussi un essai qu'on avait réalisé dans le passé. Pour faire simple, on gagne 20 points sur le score de fonction quand on n'en gagne que 10 avec le PRP seul et que 5 avec l'acide hyaluronique. Et sur le mécanisme d'action, on a été très surpris
de voir que ce produit, il relargue d'énormes quantités d'IL1RA, qui est l'antagoniste naturel de l'IL1β, qui est très fortement impliqué dans le processus physiopathologique d'arthrose. Voilà pour vous montrer le type d'IRM qu'on a à J-15. Alors, ce n'est pas sur tous les patients, hein, ça arrive chez certains patients, et on voit finalement une augmentation de l'interligne articulaire au cours du temps. Voilà, on a eu des débats avec la radiologue, est-ce que c'est un épanchement, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Quand on revoit que sur l'autre côté, les images sont assez similaires, on a l'impression que c'est vraiment l'interligne articulaire qui a augmenté. Ce projet se poursuit dans le cadre d'un PHRC interrégional où on va faire 180 patients, microgreffe seul, microgreffe plus PRP, PRP seul. Et très rapidement, c'est des thérapies qui se développent de plus en plus. Là, vous avez un autre exemple avec de la graisse qu'on appelle microfragmentée. C'est un petit peu la même chose que ce que je vous ai montré. Des suivis jusqu'à 12 mois et toujours pareil, des analyses IRM avec une autre technologie qui s'appelle la technologie d'Egemric qui montre qu'on a vraiment un impact sur la restructuration du cartilage positive dans la majorité des cas. D'autres stratégies, la fraction vasculaire stromale. Aux États-Unis, il y a un essai de phase 3 qui fait suite à ce premier essai qui est piloté par un industriel qui s'appelle GID. Ils avaient fait un premier essai avec 3 groupes de 13 patients, haute dose, faible dose de FVS et placebo. Pas d'amélioration à l'IRM, mais en revanche, des améliorations fonctionnelles très, très impressionnantes à 6 et 12 mois, puisqu'on avait une amélioration du score fonctionnel qui pouvait atteindre jusqu'à 90% à 12 mois de l'injection. Un mot de travaux français, les travaux de l'équipe de Christian Jorgensen à Montpellier. C'était l'essai ADIPOA. Et donc là, c'est la dernière étape. C'est l'étape où les cellules souches ont été expansées. Donc ce sont des CSM autologues de tissu adipeux. C'était un essai qu'on appelle par escalade de dose. Ils ont fait 6 patients avec une dose faible, 6 patients avec une dose moyenne, 6 patients avec une haute dose. On voit que tous les patients s'améliorent de manière générale, que dans les cas où ils ont fait de l'IRM, la moitié des patients avaient un épaississement du cartilage et de manière assez intéressante, sur 12 des 18 patients traités avaient une arthroplastie qui était programmée. À la fin du suivi, 11 d'entre eux n'avaient pas eu d'arthroplastie. Donc pour conclure, tout ce qui est pathologie ostéo-articulaire, c'est un domaine qui est extrêmement attractif et dynamique pour la médecine régénérative. Le tissu adipeux est probablement un produit de choix parce que c'est un prélèvement qui est accessible et très riche en cellules souches mésenchymateuses avec un objectif clair qui est de régénérer du cartilage. Vous avez compris, il y a 3 produits différents qui sont à l'heure actuelle utilisés avec des degrés de complexité différents. Il y a une grosse complexité réglementaire parce que tout ce qu'on fait tombe dans le cadre réglementaire des médicaments de thérapie innovante avec une préparation complexe, un long parcours jusqu'à l'autorisation alors que dans certains pays, on va dire que c'est toléré au bloc. Donc, on a besoin d'évoluer sur cet aspect-là. Et les perspectives, c'est d'affiner la capacité de ces produits à entraîner des modifications du cartilage structurel, donc de la repousse cartilagineuse, d'évaluer l'intérêt en alternative à la prothèse totale de genou. Pour ça, à mon sens, il faut qu'on soit capable de répéter facilement les injections et de former, à mon avis, au prélèvement de tissu adipeux les chirurgiens orthopédistes pour que ça puisse finalement se développer. Voilà, je remercie toute mon équipe. Merci beaucoup. Jérémy, vous nous entendez?